Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour ce chapitre très important consacré aux espaces vectoriels. Donc nous avons déjà vu les groupes, nous avons déjà vu les anneaux, et donc là nous allons voir les espaces vectoriels qui vont être munis d'une loi interne et d'une loi externe. On a besoin d'un ensemble qui s'appelle E, non vide, et on a besoin d'un corps, K. Alors souvent pour nous ça sera R ou C. Et donc on dit que E est un K espace vectoriel s'il est muni d'une loi interne, lui donnant une structure de groupe. On va la noter plus, cette loi interne. Donc, on la note comme la loi interne qu'il y a sur le corps. Et donc je rappelle ce que ça veut dire. Ça veut dire que quel que soit U, V et W appartenant à E, eh bien U plus V plus W est égal à U plus V plus W. Il y a un élément neutre, 0. Alors on va noter les vecteurs avec les flèches, là, ici, pour bien faire la distinction avec les nombres. Ce ne sera pas toujours le cas. Et 0 plus U est égal à U plus 0 est égal à U. Et il existe pour tout vecteur U, un vecteur U' qui est le symétrique de U, et qui vérifie U plus U' égale U' plus U égale 0. Alors on le notera un petit peu plus loin, moins U, ce vecteur. Et il y a une loi externe qui a lambda appartenant à K et U appartenant à E, associe le vecteur lambda.U, mais là aussi, plus tard, on le notera lambda U, même parfois quand il n'y a pas de flèche sur le U, tel que quel que soit AB appartenant à K et quel que soit UV appartenant à E, A, vecteur de U plus V, est égal à AU plus BV. Alors, il doit vérifier les propriétés suivantes. A plus B, U est égal à AU plus BU. A vecteur de B fois U est égal à AB fois U. Alors, je dis fois U, c'est pas terrible de dire ça. Et 1U est égal à U. Donc, existence de corps, il suffit de dire que, et je vous laisse vérifier que R est évidemment un R espace vectoriel, c'est un R espace sur lui-même. E plus propriété est forcément un groupe commutatif. En effet, je vais appeler X le vecteur 1 plus 1 fois U plus V, qu'on peut donc écrire 1 U plus V plus 1 U plus V, donc U plus V plus U plus V, et puis en utilisant l'associativité U plus V plus U plus V. Mais on peut aussi l'écrire, développer par rapport à U et V, 1 plus 1 U plus 1 plus 1 V, ce qui fait celui-là 1 U plus 1 V, donc 1 U plus 1 U, pardon, donc U plus U, plus 1V plus 1V, c'est-à-dire V plus V. Et là aussi, je l'écris comme ça. Bon, les deux, évidemment, doivent être égaux, donc on doit avoir ça qui est égal à ça. Donc si je rajoute le symétrique de U à gauche, ça va faire disparaître le U. D'accord? Et donc, il va me rester, puisque U' plus U fera 0, et que 0 plus ce truc-là, ça fera ce truc-là. Idem de l'autre côté. Donc, j'obtiens facilement que V plus U plus V est égal à U plus V plus V. Maintenant, je fais la même chose en rajoutant V', le symétrique de V, à droite. Et donc, en utilisant l'associativité, comme j'ai fait là, je vais me retrouver avec V plus V' qui fera 0. Et donc, rajouter à ça, ça fera V plus U. Et de l'autre côté, ça fera U plus V. Et j'obtiens facilement la commutativité. Quel que soit lambda appartenant à K et U appartenant à E, lambda 0 est égal à 0, vecteur nul. Au 0, vecteur U est égal à vecteur nul. Lambda vecteur U est égal à 0 si et seulement si lambda égale 0 ou U égale vecteur nul. Moins lambda, c'est l'opposé du scalaire lambda. Moins lambda U est égal à lambda symétrique de U, c'est la dernière fois qu'on le note comme ça, donc avec un prime, égale symétrique de lambda U. Alors, grâce à ce résultat, eh bien, on notera, il suffit de prendre lambda égale 1, on notera U' égale moins U. Au lieu de le noter U', on le notera moins U. Voilà.
Donc lambda égale 1, U', et là ça fait moins 1 U, on notera moins U. Égale symétrique de 1 U, donc on notera moins U. Lambda vecteur nul plus vecteur nul, c'est lambda vecteur nul plus lambda vecteur nul, mais en même temps ça fait lambda vecteur nul, ça, parce que ces deux-là font vecteur nul. Donc en ajoutant à gauche et à droite, et en utilisant à droite l'associativité, en ajoutant le symétrique de lambda vecteur nul, on obtient facilement lambda vecteur nul est égal à 0. Puisque quand j'ai rajouté lambda vecteur nul, le symétrique à gauche, ça fait disparaître, donc il reste vecteur nul. Puis là, quand je le rajoute à gauche, ça fait disparaître celui-là. Alors je fais la même chose de l'autre côté, avec 0 plus 0 vecteur u égale 0 vecteur u, je développe, ça fait 0 vecteur u plus 0 vecteur u égale 0 vecteur u, d'accord? Et si je rajoute le symétrique de celui-là à gauche, il ne restera plus que ça, et le symétrique de celui-là à gauche, il restera à 0, et donc j'ai le résultat. Maintenant, si lambda est différent de 0 et que lambda u est égal à vecteur nul, eh bien je multiplie par 1 sur lambda, et ça fait 1 sur lambda, lambda u est égal à 1 sur lambda vecteur nul, qui fait 0, et 1 sur lambda fois lambda, ça fait 1, 1 u, ça fait u, donc u égale 0. D'accord? Voilà. Donc j'ai démontré que si lambda n'est pas nul, c'est u qui est nul. Évidemment que si u est nul, on a aussi, on l'a démontré avant, lambda u qui est égal à 0. Voilà, petit 3, qu'est-ce qu'il me reste à démontrer? C'est ça. D'accord. Donc pour ça, je fais lambda plus moins lambda u, et j'obtiens que ça fait 0 u, donc ça fait 0. Et donc je le développe maintenant, ça fait donc que lambda u plus moins lambda u est égal à 0. Voilà. Et puis je peux faire autrement, je peux dire, je peux m'intéresser à lambda u plus u' qui fait lambda 0, u' c'est le symétrique de u. Donc ça fait vecteur nul, et donc ça fait aussi lambda u plus lambda u'. Donc de ces deux résultats, j'obtiens que lambda u, que moins lambda u, c'est le symétrique de lambda u, d'accord? Et là j'obtiens que lambda u' est le symétrique de lambda u aussi, d'accord? Donc ces deux-là vont être égaux. Donc, donc, j'ai le résultat, puisque j'obtiens que moins lambda u est égal à lambda u' est égal à la symétrique de lambda u. C'est exactement ce que je viens de démontrer. Voilà. Et avec u', si donc j'ai dit que j'allais remplacer u' par moins u, et bien ce résultat, ça me donne exactement moins lambda u est égal à lambda moins u, égale symétrique de lambda u, c'est-à-dire moins lambda u. Voilà. Enfin, si lambda prime appartiennent à k et uw appartiennent à e, lambda u égale lambda prime u implique, et u différent de 0 implique lambda égale lambda prime, lambda u égale lambda w et lambda différent de 0 implique u égale w. En effet, lambda u plus moins lambda prime u est égal à 0. Oui, parce que je rajoute l'opposé de l'autre côté, donc il reste 0. Donc ensuite, oui, le symétrique de lambda prime u, j'ai vu avant que c'était moins lambda u. Donc lambda u plus moins lambda u est égal à 0, donc lambda prime, pardon. Donc ça fait lambda moins lambda prime u est égal à 0. Et comme u est différent de 0, lambda moins lambda prime égale 0, lambda égale à prime. Lambda prime. Et puis là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que si j'ai ça, et donc je rajoute le symétrique de ça des deux côtés, et le symétrique de ça, c'est moins lambda w. Donc lambda u plus moins lambda w égale 0. Mais ça fait lambda u plus lambda moins w est égal à 0, et je mets lambda en vecteur, u moins w égale 0. Et donc, comme lambda est différent de 0, u moins w égale 0. Donc, u est égal à w, et on a démontré les propriétés.
produit d'espaces vectoriels. E et F sont des K espaces vectoriels. Et sur le produit cartésien E croix F, on définit les opérations UV plus U'V' égale le couple U plus U'V plus V'. Et lambda fois le couple UV est égal à le couple lambda U, lambda V. Et donc ces opérations font que E croix F est un K espace vectoriel. C'est très facile de démontrer que toutes les propriétés de la définition sont vérifiées. Je ne le fais pas ici. Plus généralement, si EI, I étant entre 1 et N, désignent des K espaces vectoriels, en faisant l'opération UI plus U'I égale U, le N uplet U plus U'I, et lambda, le N uplet UI égale lambda UI, et bien là aussi on voit que le produit cartésien de 1 à N des EI est un K espace vectoriel. Je ne le fais pas, c'est très facile. On considère donc l'espace vectoriel, parce que ça va en être un, des applications de I vers E. I, c'est un ensemble quelconque non vide, et E, c'est un K espace vectoriel. Et sur l'ensemble des fonctions de I vers E, que l'on a toujours comme ça, eh bien on définit F plus G, donc F et G sont des applications de I vers E, bien sûr, par X appartenant à I donne F de X plus G de X, et lambda F par X appartient à I donne lambda F de X. Bien, ça aussi, ça confère à cet ensemble des applications de I vers E un statut de K espace vectoriel. L'élément neutre, c'est 0, l'application 0 qui a X appartenant à I fait correspondre le vecteur nul, et la symétrique, c'est l'application moins F qui a X fait correspondre moins FD. Alors vous avez remarqué que je mettais les flèches et déjà je ne les mets plus, ou je les mets quand ça m'arrange, quand il y a ambiguïté, pour ne pas confondre le 0 avec le 0 de scalaire avec le 0 vectoriel, quoi. Mais bon, dans les écritures, c'est tellement plus facile de ne pas mettre les flèches que voilà. Alors démonstration. Donc il nous faut démontrer les propriétés que doit avoir un espace vectoriel. On considère ça en X, donc F, G et H sont des applications de I vers E. Et donc, par définition, c'est F plus G de X plus H de X. Donc F de X plus G de X plus H de X. Ensuite, associativité. Puis ensuite, je refais tout à l'envers. F plus G. Alors ça, il faudrait que je dise G plus H de X. Et puis ensuite, F plus G plus H de X, quel que soit X. Donc, ça me fait F plus G plus H égale F plus G plus H. Pour 0 plus F, c'est pareil. 0 plus F en X, c'est 0 en X qui fait 0 plus F de X. Donc ça fait F de X, quel que soit X appartenant à I. Donc 0 plus F est égal à F. De même, F plus 0 est égal à F. F plus moins F en X, c'est F de X plus moins F de X. Autrement dit, ça fait 0. Quel que soit X appartenant à E. Donc moins F est le symétrique de F. D'accord ? Voilà. Lambda, facteur de F plus G, alors ce que j'aurais pu dire, c'est que de la même façon, je ne l'ai pas fait, on a moins F plus F en X qui est égal à 0. Hein. Donc, lambda F plus G de X, c'est lambda, par définition, F plus G en X, c'est-à-dire F de X plus G de X, donc distributivité. Ça, c'est lambda F en X, lambda G en X, donc, par définition, lambda F plus lambda G en X, quel que soit X, donc on a bien ça. Voilà. Pareil pour lambda plus mu F en X, qui est lambda plus mu F de X, donc je distribue, donc ça fait bien lambda F plus mu G en X, quel que soit X. Voilà. AB F en X, ça fait AB F de X, mais ça, je sais que ça fait A, dans l'espace vectoriel, ça fait A BF de X, donc A BF en X, donc A BF en X, donc ABF en X, quel que soit X. Donc ABF est égal à ABF. Pour un F, c'est simple aussi, ça fait 1 F de X, donc ça fait F de X, quel que soit X. Donc un F est égal à F, et c'est gagné. Propriété, si E est un K espace vectoriel, que F est une partie non vide de E, on dit que F est un sous-espace vectoriel de E, si F est un K espace vectoriel. Alors évidemment,
il faut que f soit un K-espace vectoriel, donc ça veut dire que si je prends deux vecteurs de f, l'addition doit appartenir à f. Et si je prends lambda appartenant à k, lambda u doit appartenir à f. Donc ça sous-entend cette définition qu'on a ça. D'accord? Alors en fait, f est un sous-espace vectoriel de E, ça équivaut à dire que quel que soit uv appartenant à f et lambda appartenant à k, on a u plus v qui appartient à f et lambda u qui appartient à f. Et ça équivaut à dire que quel que soit uv appartenant à f et lambda appartenant à k, on a lambda u plus v qui appartient à f. Alors, ces deux-là sont équivalentes, hein, parce que si j'ai ça, alors j'ai ça, pourquoi? Parce que je vais avoir lambda u qui appartient à f, donc en remplaçant u par lambda u, je vais avoir lambda u plus v qui appartient à f. Puis inversement, si j'ai ça, en prenant lambda égale 1, ben, j'aurai u plus v qui appartient à f, et en prenant v égale le vecteur nul, j'aurai lambda u qui appartient à f. D'accord? Donc ça c'est équivalent. On a vu que si on avait ça, alors on avait ça. Donc il me reste à démontrer que 2 implique 1. Alors pourquoi? Parce que si je prends u appartient à f, alors, moins 1u va appartenir à f. D'accord? Et donc moins u appartient à f. Donc ça veut dire que le symétrique de u appartient à f. Et puis ça veut dire aussi que si maintenant que j'ai les deux qui appartiennent à f, u plus moins u, c'est-à-dire 0, appartient à f. Donc l'élément neutre appartient à f. Alors pour le reste, ben évidemment, si on prend les propriétés qui étaient vérifiées dans E, forcément, comme f est inclus dans E, elles vont être toutes vérifiées, toutes les propriétés calculatoires du style associativité, distributivité, etc. Elles vont toutes être vérifiées dans F. D'accord? Et comme on est sûr qu'on peut additionner, que l'addition est dans F et la multiplication aussi, il n'y a rien à démontrer. En fait, c'est automatique. 2 implique 1. D'accord? Voilà. Remarque, 0 et E sont des sous-espaces vectoriels de E. Bon, ça c'est évident. Pour 0, c'est le seul élément. C'est l'élément neutre, c'est son propre symétrie. Lambda fois 0 est égal à 0. Quant à E, E c'est une partie de E. Il est évident que si u et v appartiennent à E et lambda appartient à k, comme E est un espace vectoriel, lambda u plus v appartient à E, on pourrait dire aussi que c'est un espace vectoriel qui est dans E, il n'y a aucun problème. Combinaison linéaire. Soit E un K espace vectoriel, on dira qu'un vecteur u de E est une combinaison linéaire de vecteurs de E, alors ça sous-entend fini combinaison linéaire. Si x peut s'écrire comme une somme de ce type-là, lambda i ui, de A à n, les lambda i appartenant à k, et les ui appartenant à E. Et je fais une petite remarque sur cette écriture, parce que normalement on ne devrait pas écrire ça, hein, d'accord? C'est la loi interne, c'est entre deux vecteurs, c'est pas entre trois. On convient que ça, c'est la même chose que ça, dont on sait que c'est la même chose que ça. Puis ça, on peut le faire pour 4 et pour 5, etc. En fait, par récurrence, somme de 1 à n plus 1 des ui, il n'y a pas de parenthèse. Hein, on va jusqu'à n, et puis on rajoute un plus 1. D'accord? Voilà. Bon, en pratique, on ne met jamais les parenthèses, surtout que grâce à la commutativité, on peut déplacer les vecteurs complètement où on veut, et puis dire par exemple ici que c'est w plus u plus v, ou w plus v plus u, enfin comme on veut. Voilà. Soit E, un K espace vectoriel, A, une partie non vide de grand E, l'ensemble des combinaisons linéaires finies de familles de vecteurs, donc des familles finies de vecteurs de A, est un sous-espace vectoriel de E, qu'on appelle le sous-espace vectoriel engendré par A, qu'on note comme ça. Dire que U appartient à cette partie-là, ça équivaut à dire qu'il existe un nombre fini de vecteurs de A et un nombre fini de scalaires, tel que U est égal à la somme de 1 à n des lambda i ui. Démonstration. X appartenant à K, donc un scalaire, UV appartenant à cette partie-là, U va s'écrire comme ça, V comme ça, hein, je m'arrange pour avoir des indices qui se suivent,
les UI qui sont là, il y en a peut-être qui sont communs ou deux, peu importe. Hein. XU plus V va être égal à ça, plus ça. Alors, en appelant alpha I cela et alpha I cela, ça me donne somme des alpha I de A1P des UI. Et donc, ça appartient bien à cette partie-là, qui est donc un espace vectoriel. D'accord ? Oui, ce que j'aurais pu dire, c'est dès le départ, c'est qu'évidemment, grand A n'est pas vide parce qu'il contient la partie A qui elle-même n'est pas vide. E et F, deux K espace vectoriel. Alors E inter F est un K espace vectoriel. Plus généralement, si on a une famille quelconque d'espaces vectoriels, leur intersection en est un. Mais la réunion, bah, ça ne marche pas toujours. Pour la réunion, ça marche rarement en fait. Démonstration. Je le fais dans le cas général. Après, c'est évident, dans le cas égal 2. D'abord, je remarque que le vecteur nul appartient à chacun des EI, donc l'intersection n'est pas vide. Si je prends deux vecteurs appartenant à cette intersection, et lambda appartenant à K, alors UV appartiennent à tous les EI, d'accord, puisqu'ils appartiennent à l'intersection. Donc lambda U plus V appartient à tous les EI, donc appartient à l'intersection. Et donc on a bien affaire à un espace vectoriel. Alors pour la réunion, bah, je prends cet espace vectoriel-là, c'est très facile de démontrer que c'est un espace vectoriel. C'est un R espace vectoriel et c'est un sous-espace vectoriel de R.R. R espace R.R, qu'on note R au carré. Idem pour celui-là. Eh bien, si je prends l'élément 1, 0 qui appartient à E, l'élément 0, 1 qui appartient à F, dans R2, je peux faire leur addition et ça fait 1, 1. Mais il se trouve que 1, 1 n'appartient pas à la réunion. Parce qu'il n'appartient pas à E, parce que à cause de ce 1-là, il n'appartient pas à F à cause de ce 1-là, et donc il n'appartient pas à E union F, qui n'est donc pas un sous-espace vectoriel. Je reprends les notations qu'il y avait ici avec une partie non vide de E. Tout sous-espace vectoriel de E contenant A contient aussi le sous-espace engendré par A, et ce sous-espace engendré par A, c'est l'intersection de tous les sous-espaces de E qui contiennent A. Démonstration, je considère I égale l'ensemble, c'est une partie de P de E, c'est l'ensemble des éléments de P de E, donc des parties de E, qui contiennent A et qui sont des sous-espaces vectoriels de E. Donc c'est non vide, hein, puisque E, évidemment, contient A et est lui-même un espace vectoriel, donc un sous-espace vectoriel de lui-même. Soit F appartenant à I, il faut bien voir que si U appartient au sous-espace engendré par A, il est de cette forme-là, mais tous les UI appartiennent à F, puisque F appartient à I, donc il contient tous les éléments de A. D'accord ? Les UI, là, il faut bien voir que les UI, ils appartiennent, ces UI-A, ils appartiennent à A, donc ils vont appartenir à F. Donc le résultat appartient à F. Partie d'un vecteur de A, qui appartient donc à F. Donc ça prouve bien que, effectivement, tout sous-espace vectoriel de E contenant A contient aussi le sous-espace engendré par A. Alors, maintenant, si je considère grand X égale l'intersection des éléments de I, donc de tous les sous-espaces vectoriels qui contiennent A, hein, que je peux écrire comme ça, parce qu'on est plus habitué à ça, je fais l'indice par lui-même. C'est-à-dire je fais intersection des FI, I appartenant à I, où grand F, c'est l'application de I vers I, qui a petit i fait correspondre petit i. Enfin, ça, c'est tout à fait compréhensible. Voilà. Donc, FI est égal à I. Alors ça, c'est un sous-espace vectoriel, on l'a démontré précédemment. Hein, c'est un sous-espace vectoriel qui contient A, parce que A est inclus dans tous les FI. D'accord ? Donc ça veut dire que, et on a démontré avant, que forcément il contient ça, puisque c'est un sous-espace vectoriel qui contient A, donc il va contenir le sous-espace vectoriel engendré par A. Mais ce sous-espace vectoriel, c'est lui-même un élément de grand I, puisque c'est un sous-espace vectoriel qui contient A. Donc ça veut dire que X est inclus dans ce sous-espace. D'accord ? Puisque dans cette intersection-là, on trouve le A. Le A, c'est un des FI, c'est un des X, si vous voulez. D'accord ? Donc X est inclus là-dedans. Donc, double inclusion,
on a l'égalité, et ça prouve bien que A est l'intersection de tous les sous-espaces vectoriels de E contenant A. En fait, ce sous-espace vectoriel engendré par A, c'est le plus petit sous-espace vectoriel de grand E qui contient la partie A. Somme de deux sous-espaces vectoriels F1 et F2 de l'espace vectoriel grand E. C'est l'espace vectoriel qu'on notera F1 plus F2 des sommes U1 plus U2 où U1 appartient à F1 et U2 appartient à F2. C'est donc un sous-espace vectoriel. C'est le plus petit sous-espace vectoriel de E qui contiennent F1 et F2, donc F1 union F2. Donc c'est l'espace vectoriel engendré par F1 union F2. Démonstration, si UV appartient à F1 plus F2, on va pas préciser à chaque fois, ça paraît assez évident. On l'écrit U égale U1 plus U2 suivant F1 plus F2, V, V1 plus V2, et on écrit que U plus V est égal à U1 plus V1 en les déplaçant, plus U2 plus V2, et donc ça appartient à F1 plus F2, puisque F1 et F2 sont des espaces vectoriels, et si lambda appartient à K, lambda U égale lambda U1 qui appartient à F1 plus lambda U2 qui appartient à F2, donc ça appartient bien à F1 plus F2 qui est un espace vectoriel. Bon, parce qu'en plus il n'est pas nul, c'est-à-dire que si je prends 0 et puis 0, 0 plus 0 égale la tête à Toto, appartient à F1 plus F2. Bon, maintenant, F1 plus F2 contient F1, parce qu'on peut toujours dire qu'un élément de F1 c'est U1 plus 0, avec 0 qui appartient à F2, il contient F2 pour les mêmes raisons. Et puis, si H est un sous-espace vectoriel de E qui contient F1 union F2, alors il faut qu'il contienne tous les U1 plus U2. Donc il va contenir F1 plus F2. D'accord? Donc j'ai F1 plus F2 qui est un sous-espace vectoriel inclus dans tous les sous-espaces vectoriels qui contiennent F1 union F2. Eh bien, comme on sait que ça signifie que F1 plus F2 c'est le sous-espace vectoriel engendré par F1 union F2, parce que le sous-espace vectoriel engendré par F1 union F2 c'est le plus petit sous-espace vectoriel qui contient F1 union F2, c'est l'intersection de tous les espaces vectoriels qui contiennent F1 union F2, et il est contenu dans tous les espaces vectoriels contenant F1 union F2. Somme directe. F1 et F2 sont deux sous-espaces vectoriels de E. Eh bien, on dit que la somme F1 plus F2 est une somme directe si F1 inter F2 est égal à 0. Et on note alors F1 plus F2 comme ça. Eh bien, et on dira somme directe. F égale somme directe de F1 et F2 équivaut à dire que tout vecteur U de F s'écrit de façon unique U1 plus U2 suivant F1 plus F2. En effet, dans un sens, si j'ai un vecteur qui s'écrit de deux façons suivant F1 plus F2, par soustraction j'aurai ça, ce vecteur qui appartient à F1 qui est égal à un vecteur qui appartient à F2, donc ils appartiennent à F1 inter F2, donc ils sont nuls, ce qui donne U1 égale V1 et U2 égale V2. Donc il y a bien unicité. Et maintenant, s'il y a unicité, pourquoi est-ce que il y aura somme directe? Il faut démontrer que F1 inter F2 est réduit au vecteur nul. Donc U appartenant à F1 inter F2, je peux l'écrire U plus 0, parce que U appartient à F1 et 0 à F2, et je peux l'écrire 0 plus U, puisque 0 appartient à F1 et U à F2. Unicité, ça implique que U égale 0, 0 égale U, donc F1 inter F2 est égal à 0. Maintenant, je parle de famille libre et de famille génératrice. Alors, attention, je rappelle, théorie des ensembles, qu'une famille, ça n'a pas exactement le même sens que ensemble. Une famille, on parle de famille indexée toujours, et la notation est celle-là, indexée par un ensemble I, généralement non vide, sinon on dit que la famille est vide. Eh bien, ça équivaut à la donnée d'une application U de I vers l'ensemble ou vers un certain ensemble, quoi, les UI. Alors UI, ça veut dire U de I appartiennent à un certain ensemble.
Voilà, en fait, ça généralise la notion de suite au cas où les suites, c'est quand grand I est égal à n. D'accord? Donc on peut les noter UK, K appartenant à n. Là, grand I, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une partie de n, ça peut être une partie de R, ça peut être R croix R, ça peut être tout ce qu'on veut. C'est un ensemble quelconque. Eh bien, cette famille on dit qu'elle est génératrice. Donc si on a une famille de vecteurs, hein, là maintenant je prends des vecteurs partout, hein. Donc j'ai un vecteur, j'ai un espace vectoriel grand E, et puis tous mes UI là, ils appartiennent à eux. Hein. C'est une famille génératrice d'un espace vectoriel E, si tout vecteur U de E peut s'écrire comme combinaison linéaire, et là quand on dit combinaison linéaire, c'est automatiquement fini. Hein. Des UI. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit U appartenant à E, il existe une partie finie J de I, et il existe des scalaires d'indices appartenant à cette partie finie J, tels que U soit égal à la somme pour I appartenant à J, parce qu'il faut que ça soit fini, c'est pour ça, des lambda I UI. Voilà. Et on dit que la famille est libre si pour toute famille J finie de grand I, et donc avec des scalaires indexés par J, combinaison linéaire égale 0, somme de lambda I égale 0, pour I appartenant à J, implique que tous les lambda I sont égaux à 0 quand I appartient à J. Voilà. Donc ça, c'est famille libre. Une famille UI, I appartenant à I est liée quand elle n'est pas libre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe une famille J finie, includant I, avec des scalaires appartenant à J, toujours, hein, non tous nuls cette fois-ci, parce que là il fallait qu'ils soient tous nuls, donc non tous nuls, tels que la somme des lambda I UI pour I appartenant à J est égale à 0. Bon, 0, vecteur nul, et à lui tout seul est une famille liée, puisque je peux écrire 1 fois vecteur nul est égal à vecteur nul, et 1 est différent de 0, bien sûr. Hein. Et puis si je prends U différent de 0, la famille constituée, alors je pourrais l'appeler U1, hein, U1 égale U, eh bien elle est libre, parce que si j'écris lambda U égale 0, ça donne lambda égale 0, vu que U est différent de 0. Une remarque, si UI est une famille liée de cardinal supérieur ou égal à 2, alors il existe I0 appartenant à I, et J, une partie finie de I qui ne contient pas I0, et des lambda I appartenant à J, tel que I0 est égal à somme de lambda I UI, pour I appartenant à J. Ce qui signifie en clair que un des vecteurs de la famille UI, donc UI0, est une combinaison linéaire, donc finie, d'autres vecteurs de la famille. Démonstration évidente si l'un des UI est égal à 0, par exemple, je l'appelle UI, si UI est égal à 0, il va être égal à 0 fois UJ, où J appartient à I et J différent de I, ce qui est possible parce que le cardinal est supérieur ou égal à 2. D'accord? Et donc, voilà, il s'exprime en fonction de l'autre. Maintenant, si aucun des UI est nul, eh bien, il existe J fini, comme ils sont liés, includant I, et des lambda I non tous nuls, tels que somme de lambda I UI est égale à 0. Le cardinal de J n'est pas égal à 1, parce que sinon, il y aurait un seul I, et on aurait lambda I UI égale 0, d'accord? Et comme UI est différent de 0, puisque j'ai supposé qu'aucun des UI n'est nul, bah ça ferait lambda I égale 0, et à ce moment-là, on ne peut pas dire que la famille est liée, hein, puisque tous les coefficients sont nuls. Donc J est supérieur à 1, il existe I0 appartenant à J, qui n'est pas tel que lambda I0 est différent de 0, et à ce moment-là, dans cette relation, on sort ce UI0, et donc on va l'écrire moins somme pour I appartenant à K, alors K c'est J privé de I0, des lambda I sur lambda I0 UI, et donc on a bien un vecteur qui s'exprime en fonction des autres. Remarque,
si on a une famille finie, UI, I appartenant à I, donc I est fini, eh bien, on peut, en disant que, en considérant une bijection avec une partie de n, avec l'intervalle à n, on peut écrire cette famille sous la forme UI, I variant entre 1 et n. D'accord ? Et donc, c'est une famille de n vecteurs. Ce qui est bien avec cette notation-là, c'est qu'on voit que c'est une famille de n vecteurs. Attention, hein, c'est une famille de n vecteurs, il peut très bien y en avoir qui sont égaux parmi eux. Mais c'est une énumération de n vecteurs, en tout cas. Hein, c'est le principe d'une famille, hein, c'est pas un ensemble. Hein. La famille est génératrice de E si et seulement si tout U appartenant à E est une combinaison linéaire de tous les UI. C'est-à-dire, du coup, on ne va pas dire somme pour une partie, hein, on va dire somme de 1 à n des lambda UI, au lieu de dire somme sur J, J fini entre 1 et n, eh bien on va dire ça. Et puis pour libre, bah, pareil, la famille est libre, si et seulement si, quel que soit lambda I appartenant à K, tel que l'on ait une combinaison linéaire nulle, eh bien forcément tous les lambda I sont nuls. C'est-à-dire que là non plus, on ne dit pas somme des lambda I appartenant à I fini. Alors pourquoi est-ce qu'on peut faire ça? Et on remarque que si I est égal à 1 jusqu'à n, et que J est fini inclus dans I, bien, cette somme de lambda, donc une combinaison linéaire de ces vecteurs, c'est somme des I appartenant à J, des lambda I UI. D'accord? Mais on peut poser lambda I égale 0 pour des I qui appartiennent à un n privé de J. Et à ce moment-là, cette somme-là devient somme de 1 à n des lambda IUI pour I appartenant à J, plus les lambda IUI pour I qui n'appartient pas à J, mais dans ce cas-là, les lambda I font 0. Donc la somme est égale à ça. D'accord? Voilà. Et donc on n'a pas besoin de se ramener à une somme finie. Hein. Et donc, effectivement, si la partie est génératrice, elle va pouvoir s'écrire sous la forme de, sous cette forme-là, mais cette forme-là, ça sera une forme comme ça. Donc, tout U est combinaison linéaire de tous les UI. Puis inversement, si tout U est combinaison linéaire de tous les UI, à ce moment-là, on a bien une partie génératrice. Il suffit de prendre I égale l'intervalle 1n. Puis on a la même chose pour libre. Hein, c'est-à-dire que si la famille est libre et qu'on fait somme de lambda IUI égale 0, ben là, c'est la partie I qui est égale à 1n. Hein, donc tous les lambda I vont être égaux à 0. Et en même temps, si on a ça, d'accord, si ça implique, si on a ça, alors la famille est libre. Pourquoi? Parce que si on prend des lambda I qui appartiennent, qui sont en nombre fini, donc avec I appartenant à grand I, ben, on fait le petit truc que j'ai dit ici, et puis on se ramène à un truc comme ça. Et donc on va avoir somme des lambda de 1 à n des lambda I UI qui sera égal à 0, de 1 à n. Donc tous les lambda I seront nuls, et en particulier ceux qui appartiennent à la partie finie. Donc il y a bien équivalence. Voilà, propriété suivante. Donc désormais, ben, on ne fera plus qu'avec ça, hein, bien sûr. Hein. En fait, l'utilisation d'une partie finie dans ces combinaisons linéaires, que ce soit pour les familles génératrices ou les familles libres, c'est intéressant quand l'ensemble des indices est infini. Voilà. Donc là, par contre, deux vecteurs UV appartenant à eux sont collinéaires si la famille UI, alors I est entre 1 et 2, U1 égale U, U2 égale V, est liée. Ce qui équivaut à dire qu'il existe lambda tel que U égale lambda V ou V égale lambda U. En effet, si ils sont collinéaires, on a donc la famille qui est liée. Donc on a ça avec lambda mu différent de 0, 0. Si c'est lambda qui n'est pas égal à 0, on a cette relation, donc du type U égale alpha V. Et si c'est mu qui est différent de 0, V égale alpha V. Donc c'est bon. Et inversement, si on a ça, en faisant passer de l'autre côté, on a une combinaison linéaire qui est nulle, avec les coefficients qui ne sont pas tous nuls, puisque 1 est différent de 0. Hein. Et puis, si c'est V qui est égal à lambda U, on fait exactement pareil. Et la propriété est démontrée.
Définition. On dit qu'une famille de vecteurs est une base si la famille est génératrice et libre. Théorème. Si G est une famille génératrice de E qui contient n vecteurs, alors toute famille WI qui contient au moins n plus un vecteur, c'est-à-dire de cardinal P supérieur à n, est liée. Démonstration par récurrence sur n supérieur ou égal à 1. Si n est égal à 1, donc ça veut dire qu'il y a au moins deux vecteurs WI. Bon, si un des WI est nul, alors la famille est liée. Parce que dès qu'il y a vecteur nul dans une famille, la famille est liée. En effet, on peut écrire 1 fois vecteur nul égale 0. Donc, sinon, comme G est génératrice, on va prendre W1, on va dire que c'est lambda 1 U1, mais W1 est non nul, donc lambda 1 est différent de 0. Et idem pour W2, donc lambda 2 est différent de 0. Et à ce moment-là, je peux écrire que lambda 2 W1 est égal à lambda 1 W2, donc par soustraction, on a une combinaison linéaire où les coefficients lambda 2 et moins lambda 1 ne sont pas nuls. Donc ça veut dire que W1, ça y est, j'ai trouvé une combinaison linéaire nulle avec des coefficients non nuls. Donc les WI, la famille WI est liée. Supposons le résultat vrai à l'ordre n. Donc on a une famille génératrice de n plus 1 vecteur. Et là, on a au moins n plus 2 vecteurs WI. Si un des WI est nul, c'est terminé comme tout à l'heure. Sinon, ils sont tous non nuls et je prends surtout Wn plus 2 qui est différent de 0. Comme j'ai une génératrice, Wn plus 2 peut s'écrire en fonction des n plus 1 vecteurs UK. Donc on fait une combinaison linéaire. Bon, un des vecteurs alpha k est différent de 0 puisque Wn plus 2 est différent de 0. Par exemple, alpha n plus 1 est différent de 0. Du coup, je vais isoler Un plus 1, je vais dire qu'il est égal à 1 sur alpha n plus 1 Wn plus 2 moins somme des alpha k sur alpha n plus 1 de 1 à n uk. Voilà, donc ça veut dire que Un plus 1 s'exprime en fonction de Wn plus 2 et des n premiers uk. Bon, chaque wk peut s'écrire comme ça, puisque la famille est génératrice. Donc somme de 1 à n plus 1, des lambda ik, je mets deux indices parce que voilà, et puis pour UI, donc lambda ik UI. Donc, sauf que, alors il va y avoir les n premiers, donc qui concernent des UI, enfin U1 jusqu'à UN, et pour le dernier UN plus 1, je vais le remplacer par ça. D'accord? Et donc je vais me retrouver en fait avec une somme avec des UK multipliés par des coefficients. D'accord? Il n'y aura plus de UN plus 1 puisqu'il a été remplacé. D'accord? Et donc il va y avoir par contre des WN plus 2. Donc je rassemble tous les UK, ça me fait un coefficient alpha ik, et je rassemble les WN plus 2, ça me fait un coefficient alpha k. Bref, j'obtiens une combinaison linéaire avec des UK qui vont de 1 à n et des alpha k et des WN plus 2 et WN plus 2. Voilà. Alors je considère F le sous-espace engendré par U1 jusqu'à UN. D'accord? Et je constate ici dans cette relation que WK moins alpha k WN plus 2, alors pour K compris entre 1 et n plus 1, ce sont des vecteurs qui s'expriment en fonction des UK de 1 à n, donc ils appartiennent à F. Et comme ils sont à n plus 1, d'après l'hypothèse de récurrence, ils sont liés. Donc on a une relation de ce type avec des lambda k qui sont non tous nuls, par exemple lambda 1 qui est différent de 0. Alors quand je vais développer ici, je vais avoir lambda 1 W1 par exemple, plus lambda 2 W2, etc. jusqu'à WN. D'accord? Puis je vais avoir à côté de ça un paquet de WN plus 2 à chaque fois. Et puis, je vais avoir pour n plus 1, oui c'est ça, je vais avoir donc des WK qui vont de 1 à n plus 1, et puis je vais avoir des WN plus 2 à côté. D'accord? Pour WN plus 2, le coefficient, ça sera le alpha k qui multiplie le lambda k, donc ça fait ça. D'accord? Et pour celui-là, ça fait ça. Bon, et ça doit faire 0 avec le premier coefficient lambda 1 qui est non nul.
Donc j'ai une combinaison linéaire nulle avec des coefficients non tous nuls. Donc je peux dire que les WI qui vont de 1 à n plus 2, parce que là je vais quand même jusqu'à n plus 2, eh bien cette famille est liée. Ah ben, c'est exactement ce que je voulais, hein. Donc elle est liée, et donc ça veut dire que le résultat est démontré, parce que ce que je voulais démontrer, c'est, alors ma famille WI que je me suis donnée, c'est avec P supérieur ou égal à n plus 2, hein. Donc déjà avec ça elle est liée, si je rajoute des vecteurs évidemment elle est liée. Donc c'est une famille qui est liée. La propriété est démontrée à l'ordre n plus 1, et comme d'après le théorème de récurrence, on va dire qu'elle est toujours vraie. Voilà. Bon, dernière remarque, bah, c'est une conséquence de ça. Si je prends une partie génératrice de n vecteurs, génératrice de E donc, et elle une famille libre de E, alors elle peut être infinie, elle peut être finie, bref, alors elle est forcément finie de cardinal P inférieur ou égal à n. En effet, si elle était infinie ou si elle était finie de cardinal supérieur ou égal à n plus 1, alors on peut extraire n plus 1 vecteur VI de cette famille. G est génératrice, et elle est génératrice de E, et elle contient n vecteurs. Et là j'en ai n plus 1. Donc d'après ce que j'ai démontré précédemment, cette famille-là va être liée. D'accord? Donc la famille des VI, qui est plus grande encore que celle-là, c'est-à-dire la famille grand L, va être liée aussi, ce qui est impossible parce que dans mes hypothèses, elle est libre. Donc, I n'est pas infini, et si I est infini, son cardinal n'est pas supérieur ou égal à n plus 1. Donc L est fini de cardinal P inférieur ou égal à n. E admet une base finie de n vecteurs, n supérieur ou égal à 1. On suppose là que E est un espace vectoriel non réduit au nul, hein, ce que j'ai pas toujours dit, mais c'était évident. Alors toute base de E a exactement n vecteurs, toute famille libre au plus n vecteurs, et toute famille génératrice au moins n vecteurs. On dit que E est un espace vectoriel de dimension finie n, et on écrit dim de E est égal à n. Démonstration, soit B0, une base de E ayant n vecteurs, et c'est donc une famille génératrice. Si L est une famille libre, alors on sait que L est finie et qu'elle a au plus n vecteurs, on l'a démontré. Alors B0 qui est une base est aussi une famille libre. Donc si G est une famille génératrice de E, comme celle-là est libre, elle doit avoir moins de vecteurs que l'autre. Donc ça veut dire que G a au moins n vecteurs. Enfin, si B est une base de E, bah, elle est génératrice et libre. Donc étant génératrice, elle doit avoir au moins n vecteurs, et étant libre au plus n vecteurs, donc elle a exactement n vecteurs. Si B égale UI est une famille de E, alors B est une base de E si et seulement si chaque vecteur U de E s'écrit de façon unique. U égale somme de 1 à n des lambda I UI. On dit que les scalaires lambda I sont les coordonnées de U dans B, et on peut écrire ça de cette façon-là, où U égale éventuellement. Démonstration. Eh bien, supposons que B soit une base. Donc si on prend un vecteur U de E, c'est une combinaison linéaire des UI, donc il va pouvoir s'écrire comme ça. Maintenant, s'il s'écrit aussi d'une autre façon avec d'autres coefficients, alors on a l'égalité, on fait passer tout le monde du même côté et on a ça. Et à ce moment-là, il y a une combinaison linéaire qui est nulle, comme c'est une base, alpha i moins lambda i est toujours égal à 0, et donc alpha i est toujours égal à lambda i, d'où l'unicité de l'écriture. Inversement, si U s'écrit donc comme ça de façon unique, ben, il s'écrit comme ça veut dire que B est génératrice. Maintenant, si somme des lambda UI égale 0, le 0, je peux aussi écrire que c'est un somme de 1 à n de 0 UI. Et il y a unicité de l'écriture. Donc chaque lambda I va être égal à 0.
Donc la famille est libre, et comme elle était génératrice, c'est une base. Définition, on dira que le singleton 0, vecteur 0, est de dimension 0, mais 0 n'est pas une base, car 1 fois 0, ça fait 0, et 1 est différent de 0. Exemple de base, eh bien la famille composée du réel 1 est une base de R, du R espace vectoriel grand R. Ça, on a déjà dit que c'est un espace vectoriel, car quel que soit x appartenant à R, x est égal à x fois 1. Donc ça, c'est génératrice, et x fois 1 égale 0 implique x égale 0, ça c'est libre. Donc 1 est bien une base, et donc R est de dimension 1. Pour R au carré, c'est-à-dire le produit cartésien de R par lui-même, E1 égale 1, 0, E2 égale 0, 1, forme une base du R espace vectoriel R2, car tout couple XY de R2 peut s'écrire X1 plus Y2, et ça de façon unique évidemment. Donc la dimension de R2 est égale à 2, et de même, le R espace vectoriel R puissance n avec n supérieur ou égal à 1, j'aurais pu dire n supérieur ou égal à 3, vu que j'avais vu le cas 1 et 2, est de dimension n. Sa base, ce sont les n-uplés que j'appelle EI. Alors EI, il a donc n composantes, et en fait il est égal à delta ik, c'est-à-dire qu'il y a des zéros partout, sauf au rang i, où il y a un 1. D'accord ? Par exemple, E1, mettons que n vaut 3, et bien E1, ça sera 1, 0, 0. E2, ça sera 0, 1, 0. Et E3, ça sera 0,0,1. Voilà, les bases de R3. Propriété, soit E un cas espace vectoriel de dimension n supérieur ou égal à 1, alors toute famille génératrice de n vecteurs est une base de E, et toute famille libre de n vecteurs est une base de E aussi. Démonstration. Donc dimension de E est égale à n, donc il y a une base de n vecteurs. Premier cas, soit G une famille génératrice de E. Alors si n est égal à 1, cette famille génératrice c'est U1. Différent de 0 parce que E est de dimension n supérieure ou égale à 1. Donc si U1 était égal à 0, E serait égal à 0 puisque U1 est générateur. Bon, U1 va être aussi une base parce que si je suppose lambda U1 égale 0, ça va être libre. Lambda U1 égale 0, ça implique lambda égale 0. Donc U1 est aussi libre, donc U1 est une base. D'accord ? Donc G est une base de E. Si n est supérieur à 1, supposons que G soit lié. Donc un des vecteurs de G est une combinaison linéaire des autres. Par exemple, UN, combinaison linéaire des n-1 premiers vecteurs UI. Donc somme des lambda I, UI pour I allant de 1 à n-1. Alors, quel que soit U appartenant à E, U qui doit être égal à somme des lambda I, des alpha I UI, parce que G était générateur, va se retrouver à être somme alors, de 1 à n-1 des alpha I UI, plus alpha n plus 1, un plus 1. Sauf que un plus 1 s'exprime en fonction des UI allant de 1 à n-1. Donc on va se retrouver avec une combinaison linéaire des n-1 premiers UI. Ce qui veut dire que, et ça quel que soit U appartenant à E, ce qui veut dire que cette famille de n-1 vecteurs est génératrice de E. Ce qui n'est pas possible parce que le n-1 il est inférieur à n qui est la dimension de E. Donc G n'était pas ce qu'on avait supposé, c'est-à-dire lié, donc G est libre. Et comme il est générateur, c'est une base. Maintenant, deuxième cas, soit L une famille libre de n vecteurs. Si U n'est pas un UI, alors la famille U1 jusqu'à UNU a n plus 1 vecteurs. Donc elle est liée. Donc elle est liée, ça veut dire que somme de 1 à n des lambda UI plus, et je l'appelle lambda n plus 1, plus un coefficient fois U, je l'appelle lambda n plus 1 U,
va être égal à 0, avec les lambda i allant de 1 à n plus 1, non tous nuls. Lambda n plus 1 est différent de 0, sinon on aurait ça, et comme on a affaire à une famille libre, tous les lambda i seront nuls, y compris lambda n plus 1. Alors j'ai dit qu'ils étaient non tous nuls. Donc, ça veut dire quoi? Donc c'est impossible. Donc ça veut dire que lambda n plus 1 est bien différent de 0. Alors dans ce cas-là, je repars de là et j'exprime u en fonction des ui. U est égal à la somme de 1 à n del moins lambda i sur lambda ui. C'est-à-dire que u s'exprime en fonction des ui. Or, et ça signifie que le vecteur... Alors, ça va signifier que... Alors, ça, c'est vrai pour tout vecteur u qui n'est pas un ui. Bah, évidemment, si le vecteur u est un ui, ça reste vrai aussi, parce qu'à ce moment-là, si u égale ui, on peut toujours dire u égale 1 fois ui. Donc, ça veut dire que tout vecteur de E s'exprime en fonction des ui. Donc, ça veut dire que L est génératrice, et comme c'était déjà libre, ça devient une base. Théorème de la base incomplète, maintenant. Un petit peu amélioré, ma base incomplète. Que dit-il ce théorème? Il dit que si E est un espace vectoriel de dimension n supérieure ou égale à 1, donc ayant une base B0 de n vecteurs, et si L est une partie libre de P vecteurs, P étant entre 1 et strictement inférieur à n, alors on peut compléter L pour obtenir, par n moins P vecteurs de E, on va l'appeler comme ça, pour avoir une base UI de n vecteurs de E. Mais on va faire mieux, on peut dire qu'on peut choisir ces n moins P vecteurs parmi les vecteurs UI. D'accord? Voilà. C'est-à-dire parmi des vecteurs de B0. Démonstration. L n'est pas génératrice. Si chaque EI était une combinaison linéaire des UK, alors comme tout vecteur U de E s'exprime en fonction des EI, il s'exprimerait en fonction des UK. D'accord? Or ça, c'est pas possible, puisque L n'est pas génératrice. Et L n'est pas génératrice, pourquoi? Parce qu'elle a moins de vecteurs qu'il en faut dans un espace de dimension n, puisque P est inférieur à n. Donc c'est impossible. Ça veut dire qu'il y a un EI qui n'est pas une combinaison linéaire des UK. Donc on prend soit EI. On pose UP plus 1 égale cet EI qui convient, et on obtient à ce moment-là une famille qui va de UK pour K allant de 1 à P plus 1. C'est-à-dire qu'on a rajouté au UK qu'on avait déjà, on a rajouté UP plus 1 égale EI. D'accord? Voilà. Alors on va montrer que cette famille-là, elle est libre. Supposons donc somme de 1 à P plus 1 des lambda K UK égale 0. Lambda P plus 1 ne va pas être égal. Si lambda P plus 1 est différent de 0, alors ça voudrait dire que UP plus 1 s'écrit comme ça. Autrement dit que EI est une combinaison linéaire des UK allant de 1 à P. Or, ça, c'est faux. D'accord? Parce qu'on a pris un EI qui n'est pas combinaison linéaire des UK. Donc, ça veut dire que lambda P plus 1 est égal à 0, là-dedans. Donc, ça veut dire que somme de 1 à P des lambda K UK est égale à 0. Et comme cette famille est libre, que tous les lambda K, pour K allant de 1 à P, sont nuls. Mais le lambda P plus 1 aussi est nul. Donc, ils sont tous nuls. Donc, partant de là, tous les coefficients sont nuls. Ce qui veut bien dire que la famille des UK pour K allant de 1 à P plus 1 est libre. D'accord? Voilà. Donc maintenant, une fois qu'on a démontré ça, on va considérer l'ensemble grand X des entiers Q pour lesquels il existe une famille LQ libre de Q vecteurs, et on demande à cette famille de contenir tous les EI, tous les UI qu'il y avait déjà, autrement dit d'inclure L, d'accord, et de contenir des EK. Alors il faut qu'elles contiennent
donc contenant les EI, hein, ça veut dire tous les EI, et puis les autres vecteurs sont des vecteurs de la base B0. Alors x est différent de vite parce qu'on vient de voir que P plus 1 appartenait à x, parce qu'on a construit une famille qui contient P plus 1 vecteur, qui contient tous les UI et qui contient EI, donc qui contenait un EK. Donc elle est non vide, elle est majorée par n, pourquoi? Parce que si on a Q qui appartient à x, eh bien la famille LQ est libre. Comme elle est libre, ça veut dire que Q est inférieur ou égal à n, puisqu'on est dans un espace de dimension n. Donc elle est majorée par n. Donc elle a un plus grand élément qui est petit m inférieur ou égal à n. Imaginons que m, supposons que m soit strictement inférieur à n. Alors, grâce à l'étude qu'on a fait avant, à partir de Lm, on va obtenir une famille Lm plus 1 qui sera libre, qui contiendra Lm, donc qui va contenir tous les UI, et puis en plus qui contraindra alors tous les UI, puis on avait vu contenant aussi d'autres cas, et qui va rajouter aussi un autre EK. D'accord? Donc tous les EI et puis des EK. Donc en fait, M plus 1 va appartenir à X. Ce qui n'est pas possible, puisque le plus grand élément de X était M. D'accord? Donc ça veut dire que M n'est pas strictement inférieur à N, donc M est égal à M, puisqu'on avait M inférieur ou égal à N. Donc M est inférieur ou égal à N. Donc on a su construire une famille, une famille libre de N éléments à partir de cette famille-là, en rajoutant des EK. Et donc maintenant, comme on a N éléments, cette nouvelle famille, donc L, N qu'on a obtenue, eh bien évidemment, c'est une base, puisque c'est une famille libre de N éléments et que l'espace était de dimension N. Voilà, donc on a, à partir d'une famille libre de P éléments, en rajoutant des EK, on a obtenu une base B de grand. Une famille F1 de vecteurs n'est pas un ensemble, ça on le sait, c'est une application de l'ensemble I vers l'espace vectoriel grand E. Si on a une autre famille F2, il nous arrivera d'écrire la réunion de ces deux familles. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas une réunion ensembliste. On peut la définir par une application oméga définie sur cet ensemble qu'on peut appeler somme directe de I et J, qui est égale à ça, qui va dans E. Alors il y a deux sortes d'éléments, il y a ceux qui appartiennent à I croix 0, donc il y a des I0, des couples I0, auxquels on adresse U de I égale I, et puis il y a les autres, c'est-à-dire des couples qui appartiennent à J croix 1, donc des couples I1, auxquels on adresse V de I égale VI. On obtient ainsi une famille WI, il y a deux sortes de WI en fait. Il y a des UI et puis il y a des VI. Bon, si F1 et F2 sont des familles finies, donc comme ça, alors c'est facile de voir que cet ensemble-là, K, est en bijection avec l'ensemble des entiers naturels qui vont de 1 à n plus e, P. Et donc dans ce cas-là, on prend oméga, la fonction de 1 jusqu'à n plus e dans E, qui à I fait correspondre UI si I est entre 1 et n, VI si I est entre n plus 1 et n plus P. Et on obtient la famille F, comme ça. Où là, il y a des UI d'abord, puis ensuite des VI. Remarque, si B est une famille et F le sous-espace engendré par le vecteur UI, donc on dira que F est engendré par B, en fait c'est ça. Si B est libre et engendre le sous-espace vectoriel F, et si un vecteur V appartient à E sans appartenir à F, alors B' qui est B union V, union donc de la famille B et de la famille réduite au vecteur V, est libre. Démonstration facile si on a affaire, si B est une famille finie, parce qu'on va poser UN plus 1 égale V, et on suppose qu'on a ça. Et donc là, si lambda n plus 1 est différent de 0, on isole UN plus 1, et alors on va avoir cette relation qui montre que UN plus 1, c'est-à-dire V, appartient à F, ce qui est faux, et donc lambda n plus 1 est égal à 0. Du coup, on va avoir somme de 1 à n des lambda i égale 0, et donc tous les lambda i de 1 à n vont être nuls parce que B est une base.
En plus, lambda n plus 1 est nul, donc B' est libre. Dans le cas général, B' est égal à ça. On fait une somme des lambda I, oméga I est égale à 0, où X est une partie finie de cet ensemble-là. Si V est dans cette égalité avec un coefficient lambda, eh bien, on va écrire lambda V, puis les autres, ça ne sera pas des V, donc ils vont ça sera des UI qui appartiennent, avec I qui appartient à une partie finie de J. Et donc, si lambda est différent de 0, on va pouvoir écrire V comme une combinaison linéaire des oméga I. On fait passer tout ça de l'autre côté et on divise par lambda, exactement comme on a fait ici. Et ça, on sait que ce n'est pas possible parce que V n'appartient pas à F. Donc lambda égale 0. Et donc on a ça. Et donc tous les lambda I sont nuls. C'est exactement comme dans le cas fini. Bon. Et puis, enfin, si V n'est pas dans cette égalité, on a directement ça. Donc, comme on a directement ça, eh bien, on va avoir directement ça. Et tous les lambda I sont nuls. Bref, dans tous les cas, on obtient que B' est une famille libre. Une remarque très rapide. On considère une famille UI de 1 à P, qu'on appelle B1, et qui est une base d'un sous-espace vectoriel F1 de E. Une famille UI, mais cette fois-ci de P plus 1 à N, qui est une base B2 d'un sous-espace vectoriel F2 de E. Et on considère la réunion B égale B1 union U2 de ces deux familles. Donc les UI vont de 1 à N. Si, ce qui n'est pas automatique, hein, si B est une base de E, alors F1 et F2 sont supplémentaires. Démonstration, elle est évidente. Si B est une base de E, tout U appartenant à E s'écrit comme combinaison linéaire des EI puisque B est une base de E. On sépare la somme en deux. Ce vecteur-là appartient à F1, celui-là à F2. Donc ça appartient à F1 plus F2. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que E est égal à F1 plus F2. Alors maintenant, si on prend U appartenant à F1 inter F2, U va être à la fois une somme des lambda I UI pour I allant de 1 à P en tant que vecteur de F1, et puis une somme de P plus 1 à N en tant que vecteur de F2. On fait passer tout de le même côté. On obtient une combinaison linéaire des EI de 1 à N. Tous les coefficients sont nuls parce que B est une base de E. Donc ça nous fait somme de 1, ça nous fait tous les lambda I ici sont nuls et tous les moins lambda I ici sont nuls. Donc tous les lambda I sont nuls. Tous les lambda I sont nuls de 1 à N, donc U est égal à 0, donc F1 inter F2 est égal à E. Comme on avait E qui était égal à F1 plus F2, on obtient donc que F1 et F2 sont supplémentaires et donc que la somme directe est égale à E. Rang d'une famille Sn de n vecteurs, soit F le sous-espace vectoriel de E engendré par les n vecteurs UI, alors il est de dimension P inférieure ou égale à n, P est le rang de la famille Sn, et si P est supérieur ou égal à 1, alors il existe une base BP de F, qui est une sous-famille des Sn, donc une sous-famille composée de P vecteurs, et on écrira BP inclus dans Sn. Démonstration, si tous les UI sont nuls, F est le singleton 0 de dimension 0 et de rang 0. Sinon, on fait une récurrence par rapport à n supérieur ou égal à 1. Si n est égal à 1, Sn est égal à U1, et comme ils sont tous, ils sont pas tous nuls, U1 est donc différent de 0, et donc l'espace engendré par U1 est une droite de dimension 1 et de base B1, et donc de base B1 qui est en fait S1. Donc c'est gagné. Supposons la propriété vraie à l'ordre n, considérons Sn plus 1 avec n plus 1 vecteur. Si un des vecteurs d'ici est nul, par exemple Un plus 1, à ce moment-là, je prends Sn égale les n premiers vecteurs, donc j'enlève le vecteur nul. Il est évident que Sn plus 1 engendrent le même espace, puisque le dernier vecteur de Sn plus 1 c'est 0. Alors cet espace, d'après l'hypothèse de récurrence, est dimension P inférieure ou égale à n, avec une base BP inclus dans Sn, donc aussi inclus dans Sn plus 1,
puisque Sn est inclus dans Sn plus 1. D'accord? Et P inférieur ou égal à N, ça donne bien P inférieur ou égal à N plus 1. Si les UI sont tous non nuls, eh bien Sn est égal, je considère Sn égal les n premiers vecteurs, la famille des n premiers vecteurs, F'N le sous-espace engendré par cette famille, il est de dimension P inférieure ou égale à n d'après l'hypothèse de récurrence, et donc avec une base BP qui est inclus dans Sn. Si Un plus 1 appartient à F', eh bien il est clair à F'N que Sn et Sn plus 1 engendrent le même espace. Celui qui est engendré par Sn est inclus dans celui-là, mais si je prends un vecteur de celui-là, c'est une combinaison linéaire des n premiers vecteurs UI, et puis du vecteur Un plus 1 qui est lui-même une combinaison linéaire de UI. Donc en fait, un vecteur de cet espace est une combinaison linéaire des n premiers UI, donc il appartient à ça. Donc il y a cette égalité, donc la base BP, en fait Fn ça va être F'N, enfin Fn plus 1 ça va être F'N, de base BP inclus dans Sn, donc inclus dans Sn plus 1. Et la base BP, alors voilà. Alors cette base BP d'ailleurs, je la note comme ça, cette base BP, parce que maintenant j'attaque le cas où n plus 1 n'appartient pas à F'N. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Tout vecteur de F, donc F c'est ça, je pourrais l'appeler Fn plus 1, donc je l'appelle F ici, s'écrit W égale une combinaison linéaire des n premiers vecteurs plus lambda n plus 1, le dernier vecteur. D'accord? Mais ça peut s'écrire en fonction des vecteurs de la base BP. Donc ça va s'écrire comme ça, plus celui-là. Donc je m'aperçois qu'en fait, W s'écrit comme une combinaison linéaire des AK et de Un plus 1. Du coup, W elle va appartenir à l'espace engendré par BP plus 1 ou BP plus 1. C'est la base BP qu'on avait pour le F'N, donc cette base BP, auquel on rajoute le vecteur Un plus 1. Voilà. Alors cette base, comme Un plus 1 n'appartient pas à l'espace engendré par BP, cette base elle est libre parce que BP est une base, donc c'est une famille libre. Donc là j'obtiens une famille qui est libre, d'accord? Et d'autre part, d'après ce que je viens de voir avant, c'est une famille qui est génératrice de F, d'accord? Donc ça va être en fait une base de F. BP plus 1 est une base de F. Donc ça veut dire que F est de dimension finie, de dimension finie P plus 1, et comme P est inférieur ou égal à N, P plus 1 est inférieur ou égal à N plus 1. D'autre part, cette base BP plus 1, elle est inclue dans Sn plus 1. Pourquoi? Parce qu'elle est formée de la base BP qui est inclue dans Sn, donc dans Sn plus 1, et du vecteur Un plus 1 qui lui appartient à Sn plus 1. Donc la propriété est vérifiée à l'ordre N plus 1, d'après le théorème de récurrence, elle est toujours vraie, et donc on a démontré la propriété. Propriété, soit E, un K espace vectoriel de dimension n supérieur ou égal à 1, F, un sous-espace vectoriel de E, alors F est de dimension finie, P inférieur ou égal à n. Démonstration. C'est évident si F est réduit au vecteur nul, parce qu'à ce moment-là, F sera de dimension 0, et si F est égal à E, parce qu'à ce moment-là, F sera de dimension n. Dans les deux cas, P égale 0, P égale n, on a bien P inférieur ou égal à n. Si F n'est pas réduit au vecteur nul, il existe un vecteur non nul dans F, que j'appelle U1, et B1 formé du vecteur U1, singleton U1, est évidemment une partie libre de F. Je m'intéresse à grand X, l'ensemble des entiers naturels P, pour lesquels il existe une partie libre BP de P éléments de F. Eh bien, 1 appartient à X, puisque j'ai vu que B1 était libre, et X est majoré par N, parce que si on prend P appartenant à X, BP il y a donc une famille BP libre de P éléments, et comme E est un espace de dimension n, donc il a une base avec n éléments, on est sûr que les parties libres de F, qui sont aussi des parties libres de E, ne peuvent pas avoir plus de n éléments. Donc P est inférieur ou égal à n, pour toutes les parties libres associées à P appartenant à X.
Donc, x a un plus grand élément P, supérieur ou égal à 1, et on peut même rajouter donc P inférieur ou égal à N. Et donc, il existe BP libre de F. Alors, si BP n'était pas une base, ça voudrait dire qu'il ne serait pas un générateur, et donc il existerait oméga appartenant à F moins BP, hein, il ne serait pas une base de F, donc F moins l'espace engendré par BP. Et à ce moment-là, on pourrait considérer B égale BP union oméga. Et on sait qu'on obtient, c'est une propriété, une partie libre. Une partie libre de quoi? Une partie libre de F, parce que le oméga, il appartient à F, et puis les BP aussi appartiennent à F. D'accord? Donc une partie libre de F, de cardinal P plus 1, puisque oméga n'est pas dans les BP, parce que oméga est dans F privé de l'espace engendré par les BP. Donc dans cet espace engendré par les BP, il y a BP, bien sûr. Mais alors ça, c'est pas possible, parce qu'une partie libre de F de cardinal P plus 1, ça veut dire que P plus 1 appartient à X. Or, P est le plus grand dans X. Donc, on a mal supposé, donc BP est une passe de F, et donc la propriété est démontrée, hein, et puis en plus, on a bien P inférieur ou égal à N. Propriété, si B1 et B2 sont les bases de deux sous-espaces F1, F2 de E, c'est-à-dire B1 base de F1, B2 base de F2, tel que F1 inter F2 est égal à 0, alors B1 union B2 est une base du sous-espace F égale F1 plus F2, d'accord? Qui est une somme directe parce que F1 inter F2 est égal à 0. Alors démonstration, si on prend U appartenant à F, c'est la somme de U1 plus U2, suivant F1 plus F2, et donc il va s'écrire sous forme d'une combinaison linéaire de vecteurs de B1 qui est la base de F1, de B2 qui est la base de F2, et globalement ça nous fait bien, alors ça B1 c'est les UI, hein, donc base de F1, B2 les VI qui est base de F2, et donc ça nous fait bien une combinaison linéaire de vecteurs de B1 union B2. D'accord? Bon, donc ça veut dire que B, qui est B1 union B2, hein, c'est ça que j'ai appelé B, eh bien, ça veut dire que c'est une partie génératrice. Maintenant, si je prends une combinaison linéaire des vecteurs de B, c'est-à-dire les vecteurs de B1 et B2, donc j'obtiens quelque chose comme ça qui est égal à 0. Bah, là, j'ai un vecteur de F1. En faisant passer de l'autre côté, en fait, ce vecteur-là et celui-là, ils appartiennent tous les deux à F1 et F2, qui est réduit à 0. Et donc, ça veut dire que ça, c'est nul et ça, c'est nul. Donc, les deux combinaisons linéaires sont nulles. Donc, ici, les lambda i sont nuls parce que B1 est une base de F1. Et ici, les mu i sont nuls parce que B2 est une base de F2. Et donc, ils sont tous nuls. Donc, ça veut dire que la partie B que j'ai, qui est égale à B1 union B2 est libre, hein, puisque c'était déjà générateur. Et donc, c'est une base de F. Sous-espace supplémentaire, si F1 et F2 sont deux sous-espaces supplémentaires, on dit que F1 et F2 sont deux sous-espaces supplémentaires de l'espace vectoriel E. Donc, si F1 et F2 sont des sous-espaces de E, et si leur somme directe est égale à E. Si E est dimension finie, alors F1 et F2 aussi, et dimension de F1 plus dimension de F2 est égale à dimension de E. Donc ça découle de ce qu'on vient de voir. Hein. Alors, à noter avant la démonstration que c'est évident si F1 est égal à 0, parce que à ce moment-là, ça fait F2 est égal à E, et donc ça marche parce que ça fait 0 ici, et puis c'est idem si F2 est égal à 0, c'est évident. D'accord? Alors sinon, F1 et F2 sous-espace vectoriel de E de dimension finie, puisque F1 et F2 sont des sous-espaces, hein, sont des sous-espaces de E, donc on vient de voir qu'ils étaient de dimension finie. Ils ont des bases B1 et B2, et donc on a vu précédemment que B1 union B2 fournissait une base de F1 de la somme directe F1 F2 qui est égale ici dans ce cas-là, dans ce cas-là à E, hein, puisque voilà. Donc on a F1 inter F2 égale 0 qui implique que B1 inter B2 est égal à 0 est égal à vide puisque B1 fait partie de F1, B2 fait partie de F2 et évidemment dans B1 et dans B2 il n'y a pas le vecteur nul. Hein. Donc la dimension de E ça va être quoi? Ça c'est pour dire que là-dedans il y a P1 éléments dans B1, il y en a P2 dans B2 et dans l'union on est sûr qu'il y en a P1 plus P2 puisque justement il n'y a pas d'éléments
commun à B1, B2. D'accord? Donc, la dimension de F1 plus F2, ben, ça va être P1 plus P2, et donc ça va être la dimension de F1 plus dimension de F2. Et la propriété est démontrée.